hier soir, pour lesquels le temps nous a fait défaut, mais on va remédier aujourd'hui. Alors, la première communication est de M. Éric Perrin-Samina-Dayar de l'Université de Montpellier. Carrière professorale et mobilité sociale au IIe siècle après Jésus-Christ. Merci. Bien. Tout d'abord, je voudrais remercier encore les organisateurs et en particulier pour leur longue patience vis-à-vis de moi, parce que j'ai mis très longtemps à leur répondre, pour toutes sortes de raisons, et aussi pour leur accueil, bien sûr, à Athènes. Les deux notions de carrière professorale et de mobilité sociale, prises ensemble, constituent des objets d'étude privilégiés de la sociologie contemporaine, en particulier en France où, depuis le XIXe siècle, le monde scolaire et universitaire, celui des élèves comme celui de leurs maîtres, est présenté comme le moteur d'un ascenseur social fonctionnant aussi bien au profit des seconds que des premiers. Et une des questions que l'historien de l'Antiquité est en droit de se poser est de savoir si les notions de carrière professorale et de mobilité sociale sont opérantes, appliquées à cette activité, celle d'enseignant, qui n'a pas toujours été regardée comme une profession dans l'Antiquité, loin de là. Une Antiquité où, qui plus est, l'idée de carrière, de mobilité professorale, bien sûr, et encore plus peut-être de mobilité sociale, notions n'ont jamais été théorisées. Est-ce que l'exercice effectif du métier, de la fonction de professeur, donnait accès à une position enviable dans la société? Est-ce qu'elle permettait de s'élever dans la hiérarchie sociale? Si oui, y avait-il des étapes obligatoires dans cette ascension? Quels étaient les éléments susceptibles de la favoriser? En d'autres termes, a-t-on effectivement le droit de parler de carrière professorale et a fortiori de mobilité sociale à propos des maîtres de l'Antiquité? Telles sont précisément les questions auxquelles je voudrais essayer de consacrer la communication d'aujourd'hui. Le cadre chronologique et géographique fixé par les organisateurs de cette rencontre, la péninsule hellénique sous l'Empire, se prête parfaitement à l'enquête. L'installation du pouvoir romain en mer Égée correspond à de profondes modifications dans les structures d'enseignement du monde grec, à la fois en raison de la disparition des écoles au sens hellénistique du terme, telles que l'époque hellénistique, donc les avait vus fleurir autour de quelques grands pôles géographiques, Athènes, Alexandrie ou Rhodes. Mais aussi à cause de la multiplication des chaires municipales dans l'ensemble de l'Orient. À cette situation correspond une grande mobilité géographique des maîtres comme de leurs élèves et un certain élargissement du recrutement. Au IIe siècle, la création des chaires impériales en Orient, à l'image de celles qui existaient déjà à Rome depuis Vespasien, mais aussi les interventions des empereurs philhellènes, viennent une fois encore modifier le paysage désormais très éclaté des lieux où est dispensé le savoir, en suggérant une nouvelle hiérarchisation de ces lieux et en entraînant de la part des maîtres, on peut le supposer, de nouvelles stratégies. Quelles étaient ces stratégies ? C'est précisément à partir de l'étude de ces stratégies que je souhaiterais essayer de répondre aux questions que j'ai posées en commençant. Pour ce faire, il faut en bonne méthode passer bien évidemment par une longue enquête prosopographique dont je vous épargnerai évidemment les détours ici. Je me contenterai de vous livrer les premiers résultats de cette enquête à partir d'une population bien particulière. Il s'agit des détenteurs des chaires athéniennes.
Le choix d'Athènes et de ses chairs s'explique par plusieurs raisons. Outre qu'il se trouve que Athènes est la cité que je connais le moins mal, l'éloquence et la philosophie sont des domaines où la cité a acquis une réputation qu'on peut qualifier au IIe siècle de pluriséculaire, qui faisait de la cité athénienne un lieu de passage pour nombre de grands maîtres. Il se trouve aussi que c'est précisément à Athènes que Marc Aurèle a choisi de fonder à la fin du troisième quart du second siècle des chaires impériales, c'est-à-dire des chaires dont les titulaires étaient payés sur le fisc impérial. Cette situation nouvelle plaçait Athènes, d'une certaine façon, un peu au-dessus des autres cités, et la question qui se pose est de savoir si cela a engendré de nouvelles formes de mobilité. Qu'il s'agisse des sophistes ou des philosophes, le dossier documentaire dont on dispose s'appuie bien évidemment en premier lieu sur les informations que l'on peut recueillir chez Philostrate et Eunape, ainsi que sur les éléments biographiques que l'on peut retrouver ou déduire des œuvres des sophistes eux-mêmes ou des remarques parfois acerbes de Lucien sur le comportement des philosophes ou des rhéteurs. Mais c'est la documentation épigraphique dont Bernadette Puech a réuni l'essentiel pour les sophistes dans un ouvrage qui a fait date. C'est cette documentation épigraphique qui vient un peu en contrepoint compléter les données qui, pendant très longtemps, ont servi à l'analyse des carrières des maîtres, à savoir celle de Philostrate, et de manière presque exclusive. Donc là encore, c'est l'intérêt bien sûr de la confrontation entre ces deux types de documents que peut naître un renouvellement de la question. Il faut d'emblée signaler les limites de cette documentation et partant de toute étude du monde des maîtres. Cette documentation s'intéresse prioritairement à quelques vedettes, mais peut-être précisément pour notre étude, c'est là qu'est l'intérêt, puisqu'il s'agit d'examiner précisément le parcours de ces vedettes pour essayer de voir si elles infirment ou elles confirment les théories générales bâties sur le monde des maîtres. Quel meilleur exemple que les détenteurs des chaires athéniennes pour cela. Au total, entre la création des chaires à Athènes et la fin de la dynastie des Sévères, période la mieux documentée, on connaît une quinzaine de sophistes ou de philosophes titulaires d'une des chaires athéniennes. Ils sont assez bien connus depuis l'accession de Lollianus à la chaire municipale de rhétorique, ce fut le premier, nous dit Philostrate, jusqu'aux Sévères. Alors Lollianus a peut-être été suivi d'Hérode Atticus, mais aucun document précisément ne vient indiquer que Hérode a exercé véritablement une chaire municipale à Athènes. En tout cas, on est sûr qu'il n'a pas exercé de chaire impériale, puisque ce n'est pas lui que Marc Aurèle l'a confié au moment de sa création. Je laisse de côté Hérode Atticus, d'une part parce qu'il est bien connu, mais aussi précisément en raison de l'ambiguïté de son statut par rapport à ses chaires. Mais lui succède toute une série de personnages. La chronologie est à peu près correctement établie grâce aux travaux d'Ivar Sarotins et plus récemment de Stéphane Toulouse. Donc lui succède à Théodotos, le premier qui obtient en 174 la chaire impériale de rhétorique à Athènes. Lui succède dans l'ordre Adrien de Tyr, Pollux, Pausanias, Héraclide, Apollonios, Hippodromos, celui dont on a parlé hier, Philiscos, qui est un parent d'Hippodromos, Cassianus Antiochus et Nicagoras.
Pour les philosophes, la situation est beaucoup plus complexe. Elle est plus complexe parce qu'on ne connaît que 2 péripatéticiens pour la période considérée, Alexandre de Damas, sous Marc Aurèle, et Alexandre d'Aphrodise, bon, ce sont des vedettes quand même, sous Septime Sévère, mais tous les autres qui sont connus sont soit postérieurs à la période étudiée ici, soit tout simplement, ce sont des gens dont on ne connaît pas véritablement le nom. On sait que beaucoup de ces philosophes ont enseigné à Athènes, mais on est incapable de dire s'ils ont ou non eu une chaire municipale ou impériale. C'est un petit peu étonnant, dans la mesure où, vous le savez, il y avait 4 fois plus de chaires de philosophie que de chaires de rhétorique à Athènes. Et pourtant, vous voyez qu'en termes de titulaires, on ne connaît pas grand monde parmi ces philosophes. Cela peut s'expliquer évidemment par la nature de l'activité des uns et des autres. Les philosophes sont et restent essentiellement des philosophes. Et vous allez le voir, nos sophistes ne sont finalement qu'accessoirement des sophistes. Il est clair aussi qu'on n'a pas la chance d'avoir l'équivalent de l'œuvre de Philostrate pour les philosophes. Alors commençons par un cas bien connu, celui d'Adrien de Tyr, qui occupa la toute récente chaire impériale de rhétorique à Athènes au moment où Marc Aurèle visita la cité. Et je vous souhaite commencer par lui parce que c'est de lui qu'on a fait le modèle d'ascension sociale et de carrière rectiligne. Alors, commençons par le bonhomme. Le personnage est d'abord élève d'Hérode Atticus dans les années 130-140. Et très vite, il a profité des relations de son maître avec un personnage important, Cnaeus Claudius Severus, consul en 167, mais surtout gendre de Marc Aurèle, dont il avait épousé la fille aînée. Philostrate nous dit que c'est un personnage assez dilettante de caractère. Lucien précise qu'il est passé par Antioche, par Alexandrie, mais on sait par Philostrate que c'est seulement en 163, lorsqu'il prononce à Olympie un discours assez brillant, qu'il est véritablement révélé et appelé sophiste. Donc, carrière finalement assez tardive. Carrière qui commence en 163 lorsqu'il obtient, grâce à son protecteur Sévérus, la chaire municipale d'Éphèse, où il s'installe. On le voit y dresser une statue de son patron autour de 268. Et donc on a là une première étape officielle pour la carrière d'Adrien. C'est encore à la protection de Sévérus, gendre de Marc Aurèle, je l'ai dit, qu'Adrien dut son élévation à la chaire impériale athénienne, peu avant l'arrivée de Marc Aurèle et de Commode à Athènes, en 176. Il y a un autre personnage qui est intervenu en sa faveur, c'est toujours un personnage en coulisses à Athènes, Hérode Atticus, son vieux maître, dont la recommandation a été importante dans l'ascension d'Adrien, d'autant qu'Hérode Atticus venait de se réconcilier avec Marc Aurèle. La visite de l'empereur a été pour Adrien une nouvelle opportunité remarquable dans sa carrière. Le prince décide, poussé par Sévérus, à une inspection des titulaires des chaires qu'il venait de créer dans la ville, et Adrien s'est tiré assez bien de l'exercice imposé par l'empereur. Et Philostrate a cette phrase extrêmement célèbre: « L'empereur fut si ravi de l'entendre qu'il le combla de privilèges et de présents. J'entends par privilège la cytésis, la proédrie, l'athélie, l'héroïsation et tout ce qui donne du relief aux hommes. Par présent, j'entends l'argent, les chevaux, les esclaves et tout ce qui montre la richesse. Or, tous ces biens lui furent prodigués, ainsi qu'à toute sa famille. » Quelques années plus tard,
le sophiste bénéficie d'une nouvelle promotion à Rome cette fois-ci, où il est appelé à la chaire dite supérieure, selon Philostrate, au anno Tronos. Le texte de Philostrate ne dit pas quel est l'empereur, Commode ou Marc Aurèle, qui est à l'origine de cette promotion, mais l'un comme l'autre l'avait effectivement écouté à Athènes. Commode lui accorde une dernière marque d'honneur lorsque, alors qu'Adrien est mourant, il le nomme ab epistulis, toujours bien sûr à Rome. Donc belle carrière, dont les étapes sont clairement marquées et où la chaire athénienne apparaît ici à la fois comme une récompense après un début de carrière honorable, disons, mais aussi comme un tremplin pour la suite à Rome. Nombre de commentateurs ont remarqué que ce parcours n'était pas une exception véritablement, dans la mesure où, avant lui, on a un début de carrière assez semblable pour Publius Hordeonius Lollianus, qui a commencé effectivement lui aussi par exercer ses talents à Éphèse avant d'être appelé sur la chaire municipale athénienne en 142. En effet, Lollianus était une famille qui avait fait souche, qui s'était installée à Éphèse. Sa fille Hordeona Pulchra y est prêtresse et ordonnatrice. Et c'est effectivement vécu comme une promotion que le passage à Athènes. Un autre titulaire de la chaire impériale, plus tard à Athènes, Pausanias de Cappadoce, a lui aussi suivi le même parcours qu'Adrien, au sens où lui aussi a accédé à la chaire de Rome, après quelques années passées à Athènes. Les rivalités entre sophistes pour obtenir ces chaires impériales, avec un certain nombre de coups bas, dont se délectent évidemment Philostrate et Lucien, l'attention que les empereurs ont toujours portée à la désignation des titulaires, le choix de Marc Aurèle de confier à une assemblée de sages, la Gerousia sacrée, le soin d'examiner les candidatures. On va le voir aussi, l'acharnement des titulaires à défendre leurs privilèges. Tout cela témoigne évidemment de l'importance des enjeux dont chacun, aussi bien les autorités civiques que les autorités impériales, que les sophistes eux-mêmes, avaient parfaitement conscience. C'est-à-dire qu'on avait parfaitement intégré dans le monde des sophistes les enjeux qu'il y avait derrière les nominations à ces chaires. De là à en conclure qu'il existait bien une carrière qui passait par la chaire athénienne, conduisait dans la capitale de l'Empire et ou au plus près de l'empereur ou du premier cercle, il n'y a qu'un pas, d'autant qu'une autre institution culturelle extrêmement prestigieuse, le musée d'Alexandrie, a fourni elle aussi nombre da bibliothecis, d'ab epistulis, comme Lucius Julius Vestinus ou Eudaimon ou Adrien, mais et c'est quelque chose d'extrêmement important. Evan Bowie, en réaction contre le livre bien connu de Glenn Bowersock, a, dans un article magistral, montré que ces propositions spectaculaires étaient loin d'être vraies. Il a aussi opportunément rappelé que l'emploi d'intellectuels grecs à Rome, dans des fonctions d'abibliothekis, ab studiis, ab epistulis, se justifiait tout simplement par la nature même de leurs activités et leurs compétences, et que depuis longtemps, parce qu'ils appartenaient au groupe des notables, orateurs et philosophes avaient l'habitude d'exercer des fonctions publiques qui les plaçaient sur le devant de la scène, et donc au contact et au service des puissants. Ce fut le cas pour les rois hellénistiques, pour les gouverneurs romains et pour les empereurs ensuite. Sur le plan financier, dans une société où la richesse constituait une condition nécessaire à l'élévation sociale, l'accession aux chaires municipales ou impériales ne semble guère avoir permis un véritable enrichissement des titulaires. Et cela peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on sait que les heureux gagnants percevaient une somme annuelle assez rondelette, 10 000 drachmes, 40 000 sesterces pour la chaire athénienne, 2,5 fois plus pour la chaire romaine.
On sait aussi que la détention d'une chaire s'accompagnait de très importants privilèges fiscaux, notamment une atelia ou une immunitas qui s'étendait à l'exercice des liturgies les plus coûteuses. Ces privilèges avaient d'ailleurs été étendus par plusieurs impériaux sous Vespasien et sous Hadrien à l'ensemble de la profession dans son ensemble, jusqu'à ce que, dans sa grande sagesse, Antonin décide d'apporter des restrictions à tout cela, tout simplement pour préserver les finances civiques déjà assez exsangues. L'exemple du sophiste Héraclide, qui perdit en même temps que la faveur impériale et sa chaire athénienne et son immunitas, suffit à rappeler les enjeux financiers qui se cachaient derrière l'obtention, ici à contrario la perte, de la chaire. Mais l'œuvre de Philostrate, et plus encore les innombrables inscriptions honorifiques en l'honneur des sophistes ou des membres de leur famille, viennent nuancer ce portrait idéalisé du maître que l'on a rencontré à propos d'Adrien de Tyr, cumulant un traitement honorable, des cadeaux et des privilèges fiscaux enviés. Le premier détenteur de la chaire municipale athénienne, Lollianus, et ce malgré les édits d'Adrien, non seulement ne toucha pas chaque année le traitement dû, les finances de la cité ne permettant pas cette générosité, mais encore dut, nous dit Philostrate, avoir recours à une collecte auprès de ses propres élèves pour financer l'achat de cargaisons de blé pour la cité. En fait, il cumulait, contrairement à l'édit d'Adrien, la chaire de rhétorique et la fonction de stratège qui faisait de lui l'un des responsables de l'approvisionnement en blé. Sous Caracalla, cette fois-ci, c'est Philiscos, autre détenteur de la chaire, qui vient plaider sa cause directement auprès du prince, alors que ses compatriotes le traînaient en justice pour lui imposer des liturgiae dont, pensait-il, sa chaire athénienne le dispensait. « Tu m'as accordé l'exemption des charges publiques, en m'accordant la chaire athénienne », se défend-il, en vain évidemment, auprès du prince. Cet épisode montre bien sûr l'existence du privilège d'immunité associé à la chaire, ce que plusieurs articles du corpus juridique romain confirment également, mais surtout il met en évidence la fragilité des privilèges menacés à la fois par l'arbitraire impérial et par la pression des cités financièrement fragiles. De fait, combien de détenteurs de chaires retrouve-t-on parmi les magistrats, les prêtres ou les ambassadeurs de la cité, autant de charges dont ils étaient en principe dispensés. Les inscriptions rassemblées par Bernadette Puech assurent sans le moindre doute que les sophistes des chaires athéniennes partageaient en fait avec leurs collègues, qui n'avaient pas atteint cette position, le même engagement dans la vie et dans les charges civiques, comme d'ailleurs tous les autres intellectuels. En revanche, la contrepartie de cet engagement financier était une position évidemment sociale renforcée au sein de la communauté civique d'origine et ou d'adoption. Mais il se trouve qu'aucun de nos professeurs n'était à proprement parler un inconnu avant son accession à la chaire. Philiscos, le dernier de la série sur la chaire de rhétorique sous Caracalla, avait été stratège de Thessalie sous Septime Sévère, Thessalie où il aurait aussi exercé une procuratelle. Il aurait aussi joué un rôle à Delphes puisqu'il y est honoré d'une statue de la part des Amphictyons. À l'autre bout, le premier détenteur de la chaire impériale de rhétorique, Théodotos, est présenté par Philostrate comme à la tête du peuple athénien, c'est-à-dire, cela doit se comprendre, soit comme stratège des hoplites ou héros de l'aréopage. Et à ce titre, c'est plus que son talent oratoire qui fait de lui le porte-parole des Athéniens dans le fameux procès qui opposa les Athéniens à Hérode Atticus devant l'empereur à Sirmium. Une base de statue retrouvée à Éleusis en l'honneur de sa femme, Méliaque Éphisodora, assure qu'il a effectivement été stratège des hoplites, archonte roi, héros de l'aréopage. Mais compte tenu du délai de 10 ans qui sépare les deux fonctions d'archonte et de héros, on peut penser que la carrière politique de Théodotos était derrière lui lorsqu'il accéda à la chaire. L'inscription d'Éleusis rappelle aussi qu'il avait fait un beau mariage en épousant une fille, petite fille et sœur de Dadouk, membre du génos prestigieux des Kéris.
Autre exemple, celui d'Héraclite de Lycie, Aner et Ellogimotatos, d'après nos sources, qui fut archihéreus du koinon lycien avant d'accéder à la chaire athénienne. Il y a un dernier cas que je voudrais développer, il s'agit de celui d'Hippodromos de Larissa, dont on a déjà beaucoup parlé hier. Hippodromos a commencé une brillante carrière de notable local, on l'a vu, et il avait notamment été agonothète des concours pittiques en 195, si l'on en croit Philostrate, qui avait connu personnellement le personnage. Le même Philostrate affirme, on l'a déjà rappelé hier, qu'il possédait l'une des plus grandes fortunes de Thessalie, son élevage de chevaux étant des plus réputés et ses domaines particulièrement enviés. À peine parvenu à la chaire impériale, Hippodromos abandonne sa carrière athénienne assez vite, au bout de 3 ans, pour se consacrer à ses domaines et ses chevaux thessaliens et exercer des liturgies au service de ses compatriotes. Une inscription des Depsos montre que son fils, ou son petit-fils, on ne sait pas trop, a épousé une egregia femina, fille de Clarissimi Consulares, l'amprodatoi paticoi, c'est-à-dire que la famille a pu s'allier à une famille déjà installée au premier rang de la hiérarchie sociale de l'Empire. Alors que l'épouse apparaît sur l'inscription avec les titres de ses ancêtres, son mari n'est que le descendant d'Hippodromos, Eggonos, Hippodromou. En sciences sociales, sans doute, mais il est évident que la chaire athénienne n'est absolument pour rien dans cette apothéose d'une famille de notables, comme l'Orient en a connu beaucoup. De tous les personnages étudiés, en fait, aucun ne semble avoir utilisé la chaire impériale comme un tremplin social. Car même dans le cas d'Adrien de Tyr, on voit bien que c'est davantage la faveur impériale ou celle de ses intimes qui conduisit Adrien jusqu'à la chaire de Rome et la fonction d'ab epistulis, donnée comme un bâton de maréchal sur le lit de mort du sophiste. Il n'y a pas là véritablement une carrière professorale pensée, accompagnée d'une progression sociale. Car ce que l'on voit surtout, c'est plutôt une extrême précarité pour des situations que l'on pourrait de prime abord juger enviables. La moitié des titulaires ont en fait été démis ou ont démissionné. Héraclide a été privé de son atéléia et de sa chaire par Septime Sévère, je l'ai dit. Philiscos, nommé par l'empereur, a aussi été démis par lui. Alors, mobilité descendante cette fois-ci, si l'on veut, mais seulement sur le plan professionnel, car sur le plan social, ni Héraclide, ni Philiscos ne semblent avoir souffert d'un quelconque déclassement. On retrouve Héraclide à Smyrne quelques années plus tard et dans une position aussi envieuse que celle qui était la sienne quand il occupait la chaire athénienne. Et il est évident qu'on ne peut pas parler de mobilité descendante pour Hippodromos parce qu'il a renoncé à sa chaire pour aller élever ses chevaux. La remarque vaut enfin pour un Athénien de souche, cette fois-ci, Apollonios de Palène. Né vers 160, descendant d'une famille de hiérophantides, il avait suivi l'enseignement d'Adrien de Tyr vers 180, épousé une Elia Erénia, descendante, il faut bien cela, de Conon et de Callimachos, et d'une famille de Dadouc d'Éleusis. Mais c'est seulement après avoir exercé les plus hautes fonctions municipales, et là encore, archonte, stratège des hoplites, héros de la Réopage, qu'il a pu accéder assez tardivement à la chaire de rhétorique vers 203. Philostrate rapporte qu'il se distingua alors comme ambassadeur auprès de l'empereur Septime Sévère à Rome. Les inscriptions nous apprennent également qu'il fut prytane, puis cosmète en 216, avant de terminer sa carrière comme hiérophante entre 225 et 235, date de sa mort. Mais cette très belle fin de carrière, Apollonios la fit alors qu'il avait renoncé à la chaire athénienne de rhétorique vers 209, puisque c'est à cette date où on sait que le titulaire est Hippodromos. Il avait renoncé à la chaire, mais il n'avait pas renoncé à la carrière de sophiste, en tout cas à l'enseignement. C'est-à-dire qu'il a mené de pair sa carrière
sa carrière professorale, son enseignement, on va dire plus exactement, et les fonctions politiques, civiques, religieuses qu'il a pu exercer. Pour lui donc, l'occupation de la chaire impériale a constitué plutôt une parenthèse, à la fois dans sa carrière de notable, de premier plan au service de la cité, plutôt que d'un tremplin pour cette carrière. Mais c'est aussi une parenthèse dans sa carrière professorale. On ne peut même pas dire que c'est une étape, puisqu'il a préféré y renoncer tout en continuant à enseigner. Donc il n'y a pas une hiérarchie véritablement dans laquelle s'inscrit la chaire impériale. Il est d'ailleurs très révélateur que dans le très beau dossier épigraphique dont on dispose sur ce personnage, aucune inscription ne mentionne son titre de sophiste, et encore moins la chaire qu'il a pu occuper. Alors ça a beaucoup perturbé les commentateurs au point même qu'on s'est demandé si c'était bien le même personnage. Oui, c'est bien le même personnage. Simplement, les inscriptions ne le mentionnent absolument pas. Que conclure de tout cela ? L'obtention d'une chaire apparaît davantage comme une reconnaissance de valeur, un brevet de notabilité professionnelle si l'on veut, la récompense de services rendus, de rencontres opportunes aussi, plutôt que comme l'aboutissement d'un projet professionnel calculé ou d'une ambition sociale. Il est d'ailleurs très révélateur que nombre de titulaires morts dans la charge, morts dans la charge est assez réduit finalement. Le seul dont on est sûr qu'il soit mort en fonction, c'est le pauvre Théodotos, mais c'est au bout de 2 ans. Alors que, vous le savez, pour les scolarques des écoles athéniennes à l'époque hellénistique, nombreux sont ceux qui ont terminé leur vie véritablement à la tête de l'école. C'était la fin de carrière complète. C'est la raison pour laquelle la notion de carrière professorale, au sens où on l'entend aujourd'hui, est loin de correspondre à une réalité de l'époque impériale. Le parcours des maîtres montre que l'on a affaire avant tout à des notables. Et au final, ce que fait plutôt ressortir l'étude du parcours des titulaires des chaires impériales à Athènes, avant et après leur accession à cette position enviée, c'est plutôt le triste constat d'un monde où la mobilité était au final assez faible, si ce n'est sur le plan géographique, sauf les hasards des circonstances, et plus souvent encore. Je vous remercie. Sociale et géographique de la profession de l'été, les sophistes du philosophe. Merci, Gabriela. Donc, merci. Merci, Madame la Présidente. Merci aux organisateurs de notre colloque. D'avoir agréé ma proposition pour cette communication. Merci encore de m'avoir placé dans la même séance avec M. Perrin. Ça me fait sentir davantage en bonne situation, parce qu'au début, enfin, je croyais de faire partie, d'intervenir dans une discussion en étant en position de minorité, puisque
je voudrais vous proposer une nouvelle lecture, enfin une lecture d'un texte littéraire, tout en étant parmi des épigraphistes. Donc, bon, évidemment, nous sommes réunis en qualité d'historiens et la question ne porte pas sur la nature de nos archives, que ce soit texte littéraire ou inscription. Toutefois, je dois préciser d'emblée que mon point de vue n'est pas la quête de renseignements et de témoignages sur l'existence ou non d'une certaine dynamique sociale. C'est Philostrate en tant que tel, mais une lecture de son opuscule sur les vies des sophistes, dans la perspective de saisir, si possible l'année, la vision d'un intellectuel athénien du IIIe siècle qui aspire à nous faire connaître le parcours de certains parmi ceux qui exerçaient la profession, mais M. Perrin a été très convaincant quant à l'utilisation du terme, d'illettrés durant l'ère impériale. Bon, on sait bien que Philostrate ne se limite pas au seul, disons, protagoniste de la seconde sophistique, résidant en Grèce métropolitaine. L'ère donc principalement visée par les objectifs de notre colloque. Ces vies des sophistes comprennent des orateurs de l'âge classique et d'autres contemporains à notre questionnement, mais résidant en Asie, en Syrie, en Occident ou ailleurs. Peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont un écrivain biographe du IIIe siècle avait perçu le profil de 42 sophistes, si on a bien calculé, 42 de l'ère chrétienne uniquement, et l'avait énoncé à travers leur parcours professionnel et social notamment. En principe, donc, nous pouvons dire que nous disposons d'une population intéressante, comme auraient dit des spécialistes en méthode quantitative en sciences sociales, pour avancer certaines hypothèses de travail au sujet d'un thème à forte coloration sociologique, comme c'est l'objet de la dynamique sociale. Parler de la dynamique sociale présuppose l'identification des niveaux privilégiés d'observation et d'analyse afin de tenter de déceler des agencements réels, des liaisons dynamiques et de ne pas rester à des rapports apparents et logiques, entre guillemets le terme, ou à des structures préalablement fixées. Pardon, comment on fait pour le potiri? Sì, no, ok. Questo. Metto in terra. Pardon, je ne suis pas bien. Donc, parler de la dynamique sociale présuppose l'identification d'un niveau privilégié d'observation et d'analyse afin de tenter de déceler des agencements réels, des liaisons dynamiques et de ne pas rester à des rapports apparents et logiques ou à des structures préalablement fixées. C'est le grand enseignement que l'on peut tirer de la démarche méthodologique de Marcel Mauss, qui accorde, rien que pour visiter les grands classiques, qui accorde une grande importance à la reconnaissance de phénomènes qu'il appelle des phénomènes socio-totaux, où s'expriment toutes sortes d'institutions et de comportements sociaux, et ils affectent à leur tour la société dans son ensemble, tout en exaspérant même des tendances et les dynamismes internes à cette société. Ceci pour dire que bien évidemment les parcours personnels et ou familiaux exposés tout au long de notre colloque illustrent assurément des cas
des changements et des mutations sociales intragénérationnelles et ou intergénérationnelles. Il s'agit toutefois d'une série de témoignages plus ou moins fragmentaires qui, seuls, n'aboutit pas forcément à des conclusions à valeur générale, d'autant plus que d'un point de vue méthodologique, nous sommes affrontés à la difficulté de bien gérer les silences de sources contemporaines ou de périodes précédentes ou suivantes qui ne semblent pas nous faire part expressis verbis de cas contraires, à savoir des cas de régression sociale ou même des cas de stagnation. On est ainsi privé des points de référence et de comparaison afin de mieux mesurer et évaluer ces divers cas de promotion personnelle et familiale. Les renseignements épigraphiques sur des parcours personnels ou familiaux décadents ne sont pas les meilleurs. En même temps, ces silences ne manquent pas de présenter une valeur historique polyvalente, conditionnée par bon nombre de facteurs, dont la vocation même de la documentation épigraphique. On pourrait peut-être sur ce point évoquer un projet de recherche amorcé il y a 30 ans par Gesal Földi, ayant pour objet la constitution d'une banque de données sur la mobilité sociale à l'époque impériale. Venons à Polystrate. Pourquoi opter pour ces vies de sophistes? Pour ces vies de sophistes, afin de s'interroger sur la question de la mobilité sociale de l'époque impériale. Pourquoi? Parce que là, les sophistes qu'ils nous présentent remplissent, dans leur ensemble, remplissent pleinement, à mon sens, la condition méthodologique posée par Marcel Mauss et présentée sommairement auparavant. Les sophistes constituent le vecteur d'un niveau extrêmement privilégié d'observation et d'analyse sociale de l'époque. La paideia et les mécanismes de sa transmission constituent un fait social total, où s'expriment toutes sortes d'institutions et de comportements sociaux qu'ils affectent à leur tour la société dans son ensemble. On ne va pas s'attarder là-dessus. On sait bien les liaisons multiples des professionnels de la paideia avec le politique, le social, les religieux, tant au niveau local qu'au niveau régional et même impérial. La bibliographie scientifique de 20-30 dernières années revient incessamment sur ce point et il n'est pas nécessaire de répéter pour une fois de plus les résultats de ces recherches. D'ailleurs, le texte de Philostrate ne manque pas d'illustrer ces réalités. Dans un premier temps de mon travail, j'ai essayé de codifier en quelque sorte le portrait des sophistes qu'il nous livre. Évocation des origines, standing social, parfois liaison matrimoniale, déplacement géographique j'entends, rapport avec l'empereur et la cité, etc. Cependant, dès le premier pas, il s'avérait que toute codification aurait gommé une bonne part de particularités assignées à certains parmi ces personnages décrits par Philostrate. Aussi bien, cette codification aurait gommé des antinomies textuelles et des contradictions internes à l'écriture de notre biographe. Ainsi, cette, disons, approche sociologique butée conduisait à des impasses et une lecture plutôt d'ordre anthropologique semble s'imposer. Philostrate aime raconter des histoires, des excentricités, des caprices même de ses héros, mais dans une perspective qui n'est fait que d'enrichir leur image de dynamisme, d'illustrer et même d'expliquer les raisons de leur réussite.
D'une règle générale, la liste de qualifications qui revient souvent serait composée de références à leur richesse, en principe héritée, à des signes de prestige social, voire origine noble, prêtrise, rapport avec l'empereur et montée à des rangs supérieurs, consulat dans certains cas. Toutes ces qualifications combinées à des excentricités, des particularismes propres à chacun des personnages décrits. Mais ce n'est pas tout. Dans sa préface, Philostrate précise qu'il ne mentionnera que les parents des sophistes biographiés qui présentent un certain intérêt. Tis apevdokimon. Je m'excuse pour la traduction en anglais, mais c'était la seule disponible. Tis apevdokimon. Précision sur laquelle il revient 2 ou 3 lignes après pour dire qu'en définitive, l'essentiel réside aux efforts et aux acquis, au bon et au mauvais côté de la personne en question, et non à la description de son père et de sa mère. À côté donc du capital social et des revenus, les qualifications individuelles ne sont pas négligeables. À Sermon, les origines familiales comptent. Hermocrate, il a été question tout à l'heure, comptait parmi ses ancêtres un grand-père qui était orateur d'une grande renommée et un père de rang consulaire. Un grand capital social dont la valeur est admise partout. Tout de même, Philostrate nommait pas ses propres qualités professionnelles et même physiques. Je renvoie au texte. On peut citer bon nombre de passages pour illustrer cette quête de Philostrate pour un juste milieu entre l'hérité et le propre. En fait, Philostrate n'y voit pas un couple antithétique, et peut-être c'est le point essentiel qui éclaire les limites de notre interrogation historique, une interrogation qui n'est nullement celle de Philostrate. Tous ces questionnements sur la dynamique sociale, sur la mobilité sociale, est un produit de nos propres sociétés. Pour Philostrate, ce qui prévaut, c'est la bonne marche des rapports sociaux établis. Si dynamisme il y a, c'est la volonté délibérée de chacun des citoyens, beaucoup plus de lettrés, d'œuvrer au profit et à l'alimentation, disons, des rapports déjà constitués et établis. C'est même Hermocrate, dont il était question tout à l'heure, était un personnage qui faisait preuve de dynamisme, mais d'un dynamisme, disons, en quelque sorte pervers. Bon viveur, il avait gaspillé la fortune paternelle à des symposia et il avait refusé une proposition de mariage avec la fille d'un proche de l'empereur parce qu'elle était vraiment très laide. Bon, il faut rayer le vrai mot. Oui, elle était laide. La règle aurait rejeté ce personnage. Toutefois, Philostrate semble adopter ces positions. Il expose en termes positifs la satisfaction de l'empereur à la réponse d'Hermocrate lorsqu'il lui avait demandé la raison pour laquelle ce dernier avait décliné la proposition de mariage. Philostrate s'avère content de la, entre guillemets, perturbation, disons, de règles provoquées par une bête noire comme Hermocrate, parce que l'empereur était content. L'empereur était content de l'argumentation avancée par Hermocrate. La vérité de notre auteur est celle du pouvoir suprême. C'est vers cette perspective que Philostrate perçoit le fonctionnement des comportements qui se trouvent à la base de la transmission de la paideia, de ce phénomène donc social total, à répercussions importantes sur la vie de la cité et de l'Empire même. Philostrate accorde son approbation à tout comportement agréé par les instances de la cité ou par l'empereur.
il ne fixe pas de nouveaux objectifs à atteindre. Il accepte et il admire, comme nous allons voir, la nécessité d'une éducation à vie. Mais le critère principal d'évaluation est celui de l'approbation de la part du pouvoir local et ou impérial. Les professionnels de la paideia doivent assumer correctement les tâches qui leur étaient fixées par les générations précédentes au profit de la nouvelle génération et par conséquent au profit de la cité et de l'Empire. Pour ce faire, il faut assurément de bonnes études, mais il faut aussi un bon caractère, surtout en ce qui concerne la gestion du patrimoine. Une phrase type revient souvent dans ce récit. Άριστα των ανθρώπων πλούτο εχρήσατο. Il s'est servi de son argent de la meilleure façon, c'est-à-dire il était généreux et grand de versette de la cité. Un autre élément vient s'ajouter à l'évaluation du sophiste, c'est l'élément moral. Il risque d'être encore plus important que les origines familiales. Secundus l'Athénien était fils de menuisier. Il était toutefois maître d'Hérode Atticus. Dionysos de Milète, Quirinus de Nicomédie ne sont pas issus de familles distinguées. Pourtant, ils œuvrent au bénéfice de leurs élèves et de leur cité. Cette lecture de la perception de la progression sociale chez Philostrate semble davantage consolidée si l'on se tourne vers certaines phrases très très courtes, vraiment très courtes, relatives à des phénomènes qui comportent des éléments, disons, de régression sociale ou mieux de l'échec. À quoi consiste cette régression sociale ou cet échec? Primo, régression morale, gaspillage de l'argent, comportement immoral, etc. Secondo, perte de la fortune pour des raisons diverses, pratiquement peu expliquées, comme c'est le cas du père d'Hérode Atticus. Tertio, et plus important à mon avis, une progéniture non cultivée. Rufus de Pérante est mort à l'âge de 60 ans, laissant des enfants pour lesquels je n'ai rien à dire à part le fait qu'ils étaient ses propres enfants. Ou, concernant Polémon, avec Polémon, s'éteint la famille de Polémon. Ses descendants n'avaient rien de comparable à lui. La production, donc, la reproduction de l'espèce est une affaire bien importante. Les sophistes doivent éduquer les enfants de la cité, mais en même temps, il faut se soucier de sa propre famille, de ses propres descendants, qui doivent gérer le patrimoine intangible, la renommée du sophiste et aller davantage dans la conquête du savoir. En même temps, ils doivent gérer bien le patrimoine tangible, légué à eux-mêmes. Les sophistes de Philostrate sont, dans la plupart des cas, des personnages riches. À 2 ou à 3 exceptions près, ils sont héritiers de vastes fortunes et ils ne manquent pas de s'enrichir davantage. C'est ici, je pense, que nous pouvons saisir l'essence de la vision de notre auteur. Le dynamisme pour lui consiste à une sorte de victoire contre le temps, à la création d'une soi-disant dynastie intergénérationnelle de lettrés, réunissant au sein de leur famille prestige social, richesse et savoir. Les brèves images de régression ou d'échec mettent en question le bon fonctionnement des rapports sociaux et éclairent, me semble-t-il, l'idée que se faisait Philostrate de la dynamique sociale. Encore faut-il réfléchir sur ces silences et cette information latente dans son texte. Philostrate, pour autant, n'est pas hostile à l'apparition de nouveaux personnages sur la scène de la transmission de la paideia.
Il souligne les points positifs de chacun des sophistes dont il s'est fait le biographe, sans pour autant omettre le capital social ancestral de ceux qui le possèdent. On pourrait dire qu'il acceptait expressis verbis des phénomènes de mobilité nette, d'ascension sociale des individus charismatiques et moraux, mais qu'il colorait négativement où il se taisait devant des phénomènes d'une mobilité structurelle, tels que les mauvais services rendus à la cité, à la reproduction des rapports sociaux par des familles qui ne se soucient pas de leur propre avenir, ou de personnages qui n'adoptent pas un comportement conforme aux traditions. Richesse, signe de prestige social et politique, origine noble, autant de caractéristiques d'un personnage important selon Philostrate, et non seulement. Ajoutons toutefois encore un point. Il est par ailleurs mentionné sur le titre de ma communication, dynamique sociale et géographique. Quoi donc à propos de la mobilité géographique? De la mobilité géographique forcée, id est de cas d'exil, de la mobilité géographique libre de son bon gré, de la mobilité géographique des étudiants et celle des maîtres. On a beaucoup écrit à cet égard. On a beaucoup écrit ici à l'égard de certaines cités bien réputées pour la qualité de leurs maîtres de rhétorique. Philostrate se réfère souvent au déplacement des sophistes pour raisons, disons, d'affaires intellectuelles. Un grand sophiste ne cesse jamais à prendre des cours, à se déplacer pour assister à des cours de collègues qu'il considère meilleurs que lui, ou pour s'exposer devant le public de cités diverses et différentes, pour attirer de nouveaux élèves, pour se créer tout court d'un réseau polyvalent, apte à lui offrir des services à tout moment, surtout difficiles dans sa vie. La mobilité géographique sert de moyen de transfert des connaissances, même et surtout lorsqu'on se déplace du côté des barbares. La sagesse barbare est une carte à jouer tant au niveau de la carrière du sophiste qu'à celle de jeu politique. Les vies de sophiste de Philostrate constituent un registre bien spécifique pour saisir les agencements réels et dynamiques du milieu de la paideia, d'un milieu de première importance. Il nous décrit les clés de la réussite aux trois précédemment mentionnés, c'est-à-dire richesse, prestige, savoir, vient s'ajouter celle de réseaux régionaux et ou impériaux. Ces clés, une fois acquises, doivent être transmises à la descendance, rien que pour s'accomplir la gloire de la famille, de la cité et de l'empire. Merci beaucoup. De discuter, en commençant, comme j'ai dit au début, par les deux communications de hier soir. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires. Premièrement, sur la communication de M. Bartels. Stay to the end last night because the session was delayed by an hour. So I had to leave. And I want to comment on Mr. Bartel's paper that he omitted to mention two of the basic tools for handling the subject. One was Fanoulos Papazoglou's book, Le Ville de Macédoine, and the other was my book on the Roman presence in Macedonia. Thank you. Yes,
I appreciated the method applied by Bartels for examining the mobility in Macedonia, beginning by the factors conferring the social prestige, wealth, origin of the family, philotimia, and office holding and education. And I would like to ask, he said rightly that the Evienia is not mentioned in the inscriptions in Macedonia, in Macedonian inscription, or it is mentioned once, I think. This lack of mention of the Evienia is doing it to the fact that the notable Macedonians went to Rome with Aemilius Paulus. So the nobility, the Macedonian mobility, was completely exhausted after the Third Macedonian War. Has something to do, or it's another factor. Did I understand right that the question was that if the reason for the missing of the emphasis on Eugenia was that the extinction of the aristocracy in late Hellenistic, early Roman times? I think it might have been a factor, but Michael Saff made this suggestion, I think, in 2004-05, and I think it's probable, but of course we don't really know. Known from Sev, Edson was the first who speak about this. It's very known, yeah. Est-ce qu'alors on peut avancer avec la communication de M. Zverkos? Si vous voulez faire une question, un commentaire. Alors nous pouvons... Hein? Celle de nous. Excusez-moi, mais je suis un peu macédonien enfin... I speak English, Zverkos Greek or French? English. Yes, I was very, very impressed by the career of Antigonos Philippou. It's a very, very good example of a provincial who succeeded to have a very, very, very nice career thanks to a meeting, Rencontre du Hasard. Do you think that the advancements his career is doing to the Hazard, or is doing to some other qualities which are not mentioned by Dio? Darf ich auch Deutsch? Ich spreche auf Deutsch, ja. Was fehlt von dieser Geschichte hat mit dem Vater von Antigonus zu tun. Das heißt, dass der Vater wird auf diesem Epigramm als Sophies Eberamus Ionis erwähnt. Nur der alte Keibel hat bemerkt, dass der Vater eine ausgebildete Person war, das heißt vielleicht Philosoph oder so, haben die anderen heute gesprochen, Panayotis und ja, aber ich bin nicht sicher. Das ist das Problem. The case of Antigonus is known very well. It was only a summary of Prosopographia Iberi-Romani. This is actually a comment on Elias's answer. Luck can also be viewed as a strategy. I mean, it makes sense for someone to attribute
his social advancement to luck, while he can very well be a member of the elite already, and this is not necessarily something that one would need to stress. Take Philopoemen, for example. Supposedly he met Antigonus Doson as his opponent in battle, and Antigonus offered him a job, actually. But we know that Philopoemen was already a member of the elite, so this is part of a rhetorical strategy that it's only due to personal arete and so on in some cases. Alors nous pouvons avancer peut-être à la première communication de ce matin, à la communication de M. Perrin, Samina Dayar. Si vous avez une question à poser. Si vous me permettez de poser une question qui dépasse votre cadre chronologique, je me demande quelle est vraiment la différence par rapport à la période hellénistique qui précède. Comme vous le savez bien, il y a une longue liste de philosophes, des hommes lettrés qui appartiennent à l'élite de leur cité, qui exercent de magistrature, qui entrent en rapport avec le pouvoir royal, qui avancent leur carrière à cause de ce rapport avec le pouvoir royal, etc. Alors, je me demande quelle est vraiment la différence dans l'époque impériale. Est-ce que c'est seulement le fait que, précisément, il y a un pouvoir par rapport à la période qui précède, ou quelque chose d'autre? Direct de personne à souverain. À l'époque impériale et dans l'époque, pour les chers dont j'ai parlé, il y a quelque chose qui s'est installé entre l'individu et le pouvoir impérial, c'est précisément le statut de la chaire en particulier, comme quelque chose, comme une chaire publique, si vous voulez. Et je pense que c'est ça qui fait la grosse différence par rapport à l'époque hellénistique. Quand on crée une chaire impériale, et on n'en crée qu'une, à Athènes, pas ailleurs. Bon, il est clair que du point de vue du pouvoir qui crée la chaire, il y a une hiérarchisation qui est en train de se mettre en place. Enfin, on prétend mettre en place une hiérarchisation. Ce qui est très frappant, moi, ce qui me frappe précisément, c'est que les titulaires de la chaire à proprement parler, visiblement, eux ne voient pas les choses du tout de cette manière-là. C'est-à-dire, eux continuent à rester dans des rapports d'individus par rapport à la cité, d'individus par rapport à l'empereur, d'individus par rapport à tous les protecteurs qu'ils peuvent avoir dans la famille impériale ou dans les proches de la famille impériale. Et c'est ça qui, à mon sens, fait la différence par rapport à l'époque hellénistique. Voilà. Enfin, à mon avis, c'est une hiérarchisation ratée, tout simplement, qui n'a pas fonctionné. Et voilà. Et nous pouvons alors, θέλετε να προσθέσετε κάτι? À ce même propos, cette recherche des honneurs et dans la mesure où la nomination à une chaire impériale apporte un peu plus de prestige sur leur profil, sur leur, disons, biographie, c'est un poste, on peut dire, qui pourrait être recherché. Le fait, moi je pense que dans l'absolu, il ne leur apporte rien dans l'avancement social puisqu'ils sont déjà notables, reconnus. Mais sur leur prestige, il apporte des choses. Autrement, ce poste n'aurait pas été accepté. Vous ne pensez pas qu'il n'apporte quelque chose sur leur...
logique dans laquelle nous sommes, mais je pense que nous sommes un petit peu perturbés par nos propres logiques contemporaines et notre propre perception de la carrière professorale. J'ai un peu l'impression que ce ne soit pas vraiment le cas. Sinon, comment expliquer qu'autant de gens aient renoncé très vite à ce type de fonction et surtout n'en font aucun usage après? C'est ça qui est extrêmement étonnant, c'est l'absence d'utilisation de ce titre. Et même, au mieux, il mentionne le fait qu'ils ont été sophistes, c'est tout. Hein. Mais le fait d'avoir véritablement exercé la chaire n'existe pas dans la documentation, notamment dans la documentation épigraphique. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et le dernier cas que j'ai évoqué, Apollonios, c'est encore plus frappant, parce que ni au début de sa carrière, alors qu'il mène une carrière politique et une carrière de sophiste en même temps, avant même l'accession à la chaire impériale, il n'y a rien. Simplement le fait qu'il fait ce sont des inscriptions sous forme d'épigrammes, donc on voit bien que c'est un sophiste. On le devine parce que c'est quelqu'un à la belle parole, enfin bon, etc., avec toutes sortes de qualificatifs qui peuvent le mettre en évidence. Mais dans ces inscriptions de fin de carrière, celle où il est hiérophante, c'est-à-dire que là, alors qu'il a exercé la chaire, à ce moment-là, il n'y a rien, il n'y a même pas aucune allusion même au fait qu'il ait pu être sophiste, alors qu'il est encore en train d'exercer comme sophiste. C'est ça qui est assez étonnant. Mais ça ne peut pas être une fausse modestie. Dans ce cas, par exemple, dans la tombe d'Échille, qui ne mentionne pas qu'il a été poète, il disait qu'il était soldat marathon. Donc, si on ne savait pas qu'Échille, on aurait pensé qu'en fait, c'est peut-être dans ce genre de personnes éduquées, le fait de dire ce qu'ils sont, parfois le considère comme une chose qui n'est pas nécessaire, puisque tout le monde le sait qu'il est sophiste, qu'il est renommé, et donc il ne trouve pas nécessaire de le mentionner. C'est pas comme on l'appelait, fausse modestie, ou une autre façon de montrer qu'ils sont importants. C'est-à-dire un type qui est important, il n'affiche pas son importance. Et il dit, je m'appelle Paul, mais c'est célèbre. Quelqu'un qui est moins important, il l'affiche plus facilement. On voit par exemple le comportement social des affranchis. C'est eux, il s'agit de lire Trimalchi, comment un affranchi affiche sa richesse. Enfin, je me demande s'il n'y a pas de considération de ce genre dans leur comportement social. Mais enfin, c'est une discussion. Oui, c'est difficile. Et dans le même temps, il se prétend, il affirme bien sa descente de Conon, par contre. Ça, oui, ça c'est très important. Ça, il n'oublie pas. Ça, il n'oublie pas de le faire, par contre. Hein. Et ça, c'est plus étonnant. Voilà. En tout cas, l'institutionnalisation d'une pratique qui date dans le temps. L'institutionnalisation d'une pratique qui remonte haut dans le temps n'est pas une affaire simple, d'autant plus si c'est la première fois que c'est Vespasien qui crée la première chaire. À Rome, à Athènes. Marc Aurèle. Oui, donc c'est un empereur philhellène vis-à-vis donc Vespasien dont le philhellénisme est une affaire à discuter, oui. Et donc, discuter de cette institutionnalisation, il faut voir d'une part les mobiles du pouvoir qui a procédé à cette création institutionnelle, et de l'autre côté, les réactions tant de sophistes et de philosophes que du public, du moins en Orient. Apparemment, les mobiles de deux côtés ne sont pas identiques. Et peut-être institutionnaliser une pratique qui remontait, qui évoquait ou qui connotait même l'âge classique pourrait œuvrer au détriment de cette action
politique, c'est-à-dire faire dire que les descendants de Platon ou de, je ne sais pas, des grands philosophes du 5e, du 4e siècle deviennent des fonctionnaires impériaux, ou presque en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte pas de conflit idéologique, mais en tout cas de quelque chose de mal vu du côté de l'Orient, je veux dire, oui, d'un certain milieu en tout cas. C'est-à-dire que cette institutionnalisation allait à l'encontre d'une tradition qui est montée 4, 5, 6 siècles auparavant. Disons qu'il y a deux problèmes différents. Le premier problème est que la nature même de l'organisation des enseignements, et notamment je parle cette fois-ci des enseignements philosophiques, a profondément changé entre la fin de l'époque hellénistique et l'époque impériale. C'est-à-dire qu'à l'époque hellénistique, jusqu'à Mithridate, on a effectivement des écoles, au sens où on a des gens qui surveillent la doctrine du maître avec une hiérarchie, avec un scolarque, avec là encore déjà des rapports parfaitement ambigus entre, alors si c'est pas les autorités impériales, mais entre les écoles elles-mêmes et leurs chefs, et puis les autorités civiques. Puisque ce ne sont pas les autorités civiques qui nomment les scolarques, même s'il y a eu des périodes, il y a eu des tentatives pour essayer d'intervenir, et à chaque fois ça a raté. Donc on est dans ce contexte-là. À partir de la fin de l'époque hellénistique et à l'époque impériale, on est dans un contexte, j'allais dire, complètement libéral, au sens où on a des maîtres en grande quantité, auprès desquels viennent les élèves, mais là on n'est plus du tout dans un rapport institutionnel, au point même qu'il y a plusieurs chapelles de chaque école au sein de la cité. Et ce que donne l'impression que l'on a avec l'intervention de Marc Aurèle, c'est effectivement une tentative, d'une certaine façon, de revenir à la tradition ancienne, sous le contrôle de l'Empire et sous le contrôle des autorités civiques, puisque en parallèle, il y a la création de cette institution qui est la Gerousia sacrée, avec là encore une superbe ambiguïté, parce qu'on crée une institution qui est chargée de nommer les titulaires des chaires, mais en même temps, on voit bien que toutes les nominations qui ont lieu après se font sur intervention de l'empereur, de ses proches, les nominations et les destitutions. Donc, on se demande bien concrètement à quoi a pu servir véritablement cette Gerousia sacrée sur ce plan-là. Donc on est effectivement peut-être dans une tentative de restauration d'un système ancien, mais visiblement qui ne marche pas en raison précisément de ce parasitage, si on peut dire, de l'intervention impériale et même du coup de l'intervention civique avec la Gerousia sacrée aussi. Donc, et je pense que les résignations auxquelles on assiste, le fait que pour les philosophes, qui constituent pourtant un personnage de choix, des personnages de choix dans la cité athénienne, on ait peu d'informations, tout cela semble montrer que le système ne fonctionne pas bien. Dernière chose, on n'est pas du tout certain qu'après la création, il y a eu tout simplement une rémunération effective sur le fisc impérial des titulaires des chaires, ce qui pourrait expliquer peut-être la désaffection pour la chose aussi. C'est-à-dire parce que très concrètement, on ne voit pas bien comment ça fonctionnait. Est-ce qu'il y a eu une espèce de fondation ? C'est-à-dire que le fisc a donné à la Gerousia sacrée une somme d'argent qu'elle était chargée de gérer pour procurer de quoi rémunérer les titulaires des chaires, c'est une possibilité. Mais là, on est dans le cadre des fondations hellénistiques. Ou est-ce que tout simplement, chaque année, il fallait que le fisc fournisse la somme nécessaire. Et on sait que, surtout à l'époque sévérienne, on sait bien que la situation financière des caisses impériales n'était pas si extraordinaire que cela, au point de pouvoir assurer la régularité de la rémunération des titulaires. Donc ça pourrait aussi expliquer pourquoi le système fonctionne mal. Il n'empêche que pour les chaires de philosophie, on sait que, en gros, elles existent jusqu'au IVe siècle, au moins. Elles fonctionnent encore au IVe siècle. Les chaires de rhétorique, après le IIIe siècle, on n'en a plus trace.
Donc là, on ne sait pas si elles ont disparu de leur belle mort ou si c'est simplement notre documentation qui explique cette situation. En tout cas, moi j'interprète ça comme plutôt l'aveu d'un échec, plutôt du système, tout simplement. Je propose d'avancer à la dernière communication pour respecter aussi le programme. Sur la communication de M. Dukelis. Voulez-vous poser une question? Excusez-moi de me monopoliser, mais j'ai beaucoup été intéressé par ton allusion. En fait, tu as simplement mentionné la mobilité structurelle sur laquelle il n'y a pas eu question pendant ce colloque. C'est vraiment quelque chose qui manque. Oui, mais c'est un thème très important, puisque certainement il y a une mobilité structurelle, on le sait par l'archéologie aussi, dans les diverses recherches archéologiques du terrain, on a vu qu'il y a deux phénomènes qui se produisent, un abandon de plutôt des cynicismes forcés ou volontaires au début de l'époque impériale, qui fait que certaines campagnes sont vides. On a par exemple une nouvelle hiérarchisation des villes, on a une promotion de certains centres très importants, et alors la décadence des villes traditionnelles qui donne l'image que Pausanias décrit. Donc il y a des phénomènes de mobilité structurelle qui sont très importants. Cela méritait vraiment une étude globale. Donc c'est une remarque tout simplement. C'est-à-dire oui. En fait, je pense, ce n'est pas pour généraliser, mais ta remarque me fait penser au grand problème de l'adequatio rei intellectus, c'est-à-dire du rapport entre la res et la façon dont les gens assimilent et comment on théorise la réalité. Donc pour moi, la question que je me suis posée à partir d'un texte était de voir comment l'auteur percevait ce qu'il vivait, qu'il connaissait. Ce n'était pas de l'affronter, c'est un travail à faire, mais qui exige beaucoup de choses, de l'affronter avec de la documentation. Non. Merci. Merci. Je voudrais juste poser une question sur la mobilité géographique dans l'œuvre de Philostrate, parce que autant la mobilité géographique, on l'aperçoit, on la voit, bon, elle y est, elle fonctionne bien. La question, elle est double. Est-ce que, d'une part, elle est vraiment perçue comme quelque chose de positif par Philostrate? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut véritablement, à travers l'ensemble des 40 et quelques cas que vous avez qui sont mentionnés, en déduire véritablement des flux, c'est-à-dire des directions principales. En gros, est-ce qu'on pourrait faire une carte avec des flèches, mais qui iraient dans un seul sens, justement, parce que c'est ça que je voulais vous demander. Ou dans les deux sens. Ou dans les deux sens, éventuellement. Pour la première question, je pense que, il faut me souvenir de ces pages, mais je pense que, d'une règle générale, il est plutôt positif parce qu'il combine la mobilité géographique avec la volonté d'apprendre davantage de choses ou pas seulement d'apprendre, mais de se créer une sorte un réseau régional ou même à l'échelle la plus vaste possible. Je ne me rappelle plus le nom de celui qui a quitté la séminaire pour aller travailler chez les Jettes
je ne me rappelle plus en ce moment, ou même les longues paragraphes qu'il accorde à Dion de plus, qui a fait ces rites de passage, disons, c'est au nord de la péninsule balkanique en tout cas. Donc, et là, je pense qu'il est positif à cela, que ce soit un déplacement vers l'inconnu barbare ou chez les grands maîtres qui sont dans une autre métropole asiatique ou même à Athènes. Votre deuxième question, je pense, j'essaye de revoir le texte de Philostrate sous les lunettes de Bowersock, de la bibliographie des années 90, surtout anglaise. Je pense, oui, on peut tracer, peut-être que ce sont des flèches multiples, c'est-à-dire assez disparates. Il y aura une carte où tout le monde allait vers toute direction en quelque sorte. C'est pour ça d'ailleurs ce que j'ai vu ce que dit Bowersock sur les cités de prédilection, peut-être en suivant Philostrate, effectivement, n'est pas pertinent ou tout à fait pertinent. Je pense qu'il y a une grande disparité en tout cas. Tous allaient partout, ou presque, ça c'est... Oui. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Ριζάκη? Alors moi je vous remercie tous, bien sûr les orateurs et tous ici présents pour vos interventions et votre présence. Suit la pause café et puis la seconde session de ce matin. Merci.